Pas de soucis techniques de votre côté? Ok. Bon, ça a l'air de rouler donc. J'attends encore un petit peu pour avoir toutes les confirmations. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Si vous avez un souci, il y a Sarah de Together de toute façon qui est là pour vous aider. Elle reviendra vers vous en chat privé s'il y a le moindre souci. Alors, je suis Mélissa, conceptrice voyage Terrapérou. Je travaille pour Terrapérou depuis 2 ans. Je vis à Lima depuis 2 ans également. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une présentation sur la thématique du Pérou chez l'habitant. Ça fera partie d'une trilogie de webinaires. Donc, aujourd'hui, le Pérou chez l'habitant. Le 31 janvier, le Pérou en mode trek et aventure. Et le 5 mars, le Pérou en famille. Donc, c'est à chaque fois une personne différente de notre équipe qui fera une présentation. La petite spécificité pour aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la présentation, il y aura un petit jeu concours qui vous permettra peut-être de gagner une place pour notre Réductour du 1er au 10 février et donc de venir découvrir le Pérou et les incontournables du pays. Donc, je vous poserai, à la fin de la présentation, vous recevrez un petit lien et du coup, vous pourrez répondre à ces questions pour participer au jeu. Et ensuite, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, je vais faire une présentation rapide de Terrapérou. J'ai vu que certains d'entre vous connaissaient, pas tous, donc petite présentation. Donc, nous, on est une agence réactive, on est ici au Pérou depuis 17 ans, donc ce qui nous permet quand même de nous positionner en expert de la destination. On est vraiment, le cœur de notre activité, c'est le sur-mesure, l'expérience. Et on a en fait 14 personnes dans l'équipe, certaines personnes pour la partie commerciale ici à Lima et la partie logistique du côté de Cusco. On est membre donc du groupe, de Terra Group, qui est un groupe d'agences réceptives un petit peu partout dans le monde. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse ici notre site web. Donc, je vais faire la présentation en 2 parties. J'ai vu que certains d'entre vous connaissiez déjà un petit peu le Pérou, soit parce que vous êtes venus, soit parce que vous avez suivi une formation, mais pas tous. Donc, pour les novices, je vais faire une petite introduction sur les basiques un petit peu à savoir pour proposer un voyage au Pérou. Et ensuite, je rentrerai dans les détails pour la partie le Pérou chez l'habitant en pratique d'aujourd'hui. Donc, rapidement, pour l'essentiel à savoir sur le Pérou. Quand venir? La meilleure saison au niveau du climat, c'est de mai à octobre, puisque c'est la saison sèche dans les Andes et que c'est dans les Andes que va se passer l'essentiel du voyage. Saison des pluies, décembre à avril. Ça veut dire que, oui, les voyageurs vont avoir un petit peu de pluie, il faut les prévenir. Ça ne veut pas dire que le séjour n'est pas possible. Il ne peut pas toute la journée non-stop, donc le voyage est possible aussi, et il y a un petit peu moins de monde dans le pays, donc c'est pas désagréable non plus. Le budget, il faut prévoir un budget minimum de 150 à 200 $ par jour quand on est sur des hôtels donc 2-3 étoiles pour un voyage simple minimum. Avec qui les voyageurs vont voyager, qui va les accompagner, des guides francophones en service privé la plupart du temps. On peut prévoir du regroupé éventuellement pour baisser le budget, mais sinon en règle générale, ça va être des guides francophones en privé. Pour les hébergements, on est assez gâté au Pérou. On a un large choix d'hôtels. Ça va du 2 étoiles, confort simple, jusqu'aux 5 étoiles luxe. Donc, de ce côté-là, on est bien gâté. Possibilité, bien sûr, de dormir chez l'habitant, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Comment on voyage au Pérou? Les distances sont longues au Pérou, c'est un grand pays, donc on ne peut pas tout faire en transport terrestre. Il y aura forcément un vol ou deux à prévoir. Les compagnies aériennes sont sûres, pas de souci de ce côté-là, même si elles ont parfois quelques retards. Et on a également un réseau de bus très confortable entre certaines villes dans le pays. Dernière chose, les voyageurs vont sûrement vous parler de l'altitude. Si vous n'en parlez pas, c'est de toute façon un sujet que vous devrez aborder avec eux, c'est important, puisque le voyage ici au Pérou, il va se passer à 3600 mètres d'altitude à peu près, la majorité l'essentiel du séjour. Donc, c'est quand même pas anodin. Il y aura sûrement au début du séjour des petits symptômes, une petite nausée, mal de tête,
Bien sûr, nos guides sont là pour accompagner les voyageurs. Et surtout, nous, on va organiser les voyages pour faire en sorte que les voyageurs s'acclimatent petit à petit et montent doucement en altitude. Du coup, ça se passe en général bien. Les premiers jours, quelques petits symptômes, et puis après, ça se passe mieux. Des choses graves de type œdème pulmonaire, ça arrive extrêmement rarement. On n'a pas en général de gros problèmes sur l'altitude. Petit détail, je vous propose de me poser vos questions à la fin de la présentation pour que ce soit un petit peu plus fluide. Comme ça, je vous fais toute ma présentation et après, si vous avez des doutes, des questions, on passera 10-15 minutes ou plus si nécessaire à répondre. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur la partie acclimatation. Donc, c'est important pour nous d'organiser un voyage qui va permettre aux voyageurs de monter en altitude petit à petit. Et du coup, voici le circuit classique qu'on va proposer. Donc, le circuit classique que font la plupart des voyageurs venant ici. Arriver à Lima, bien sûr. Ensuite, ils vont aller sur la partie côte Pacifique où ils vont aller visiter donc Paracas avec les îles Ballestas où ils vont voir la faune aquatique, la réserve de Paracas, très belle avec des falaises qui tombent dans l'océan. Le survol des lignes de Nazca qui va se faire à ce moment-là également. Ensuite, Arequipa. Alors, du coup, la côte Pacifique, c'est une partie qui est optionnelle. On peut éventuellement passer de Lima à Arequipa avec un vol directement. Donc, Arequipa, ville coloniale, très belle ville blanche où il fait bon se balader, flâner. Il y a aussi une bonne partie historique. Le couvent Santa Catalina, pardon, c'est un des principaux spots de la ville. Donc, très belle visite aussi, riche en histoire. Beaucoup de choses à découvrir. Ensuite, à 4 heures d'Arequipa, on a la région du Colca. Donc là, on change de décor, on est dans des décors de montagne, de terrasse Inca, c'est très beau. C'est là aussi où les voyageurs vont avoir les fameux condors du Pérou. Donc on est vraiment sur le côté nature, paysage. On va ensuite du côté du lac Titicaca. Donc là, ça va être rencontre avec les communautés. Donc voilà, première rencontre en général avec les habitants. Magnifique paysage, bien sûr le lac est incontournable pour la plupart des voyageurs. Cusco et sa région ensuite. Donc là, Cusco, on rentre vraiment dans l'histoire des Incas, découverte de cette ville magnifique, très riche en histoire également, avec des guides passionnés et passionnants en général, donc qui nous font vraiment rentrer dans cette histoire-là. La région de Cusco, avec la vallée sacrée. Donc là, on repart sur des paysages de montagne magnifiques, des sites archéologiques, rencontre aussi avec les habitants, des petits marchés, des très beaux marchés. Donc c'est vraiment un mix de beaucoup de choses à ce moment-là. Et bien sûr, on finit avec le clou du spectacle, celui que tout le monde attend, le Machu Picchu, bien sûr, avant de rentrer à Lima. Donc ça, c'est le circuit classique. Donc, le circuit classique, il est ici, dans la partie sud du Pérou. C'est dans la partie sud du Pérou que se trouvent vraiment les incontournables. Ensuite, pour soit les voyageurs qui ont plus de temps, soit ceux qui veulent aller s'éloigner un petit peu du circuit touristique classique, on a bien sûr d'autres propositions. On a la partie que je vais appeler nord archéologique. Donc, le nord archéologique, ça va permettre aux voyageurs d'aller dans le nord, qui est vraiment les sentiers battus avec peu de touristes, découvrir des sites archéologiques, des civilisations pré-Inca. Donc, c'est une partie culturelle très intéressante, mais en plus de ça, il y a aussi des paysages de montagne magnifiques. Donc, c'est très complet. On a la partie Cordillère Blanche dans la région de Huaraz. Donc là, on est sur du paysage, surtout sur du paysage, des lagunes turquoises magnifiques. On est au pied des glaciers, donc là, on en prend plein les yeux. C'est aussi un petit paradis pour les trekkers. La partie Amazonie, l'Amazonie qui couvre quand même une bonne partie du Pérou. Donc là, comme vous l'imaginez, on est sur de la végétation luxuriante, sur la découverte de la faune, de la flore. On va voir des singes, des caïmans, des paresseux, avec un peu de chance, des anacondas, jaguars. Donc là, c'est vraiment partie faune flore. Et pour finir, même si on n'a pas des eaux turquoises à 30 degrés ici, on a quand même, pour les personnes qui veulent se reposer un petit peu à la fin du séjour, une partie balnéaire qui est possible dans le nord du pays, dans la région de Mancora. Donc le balnéaire, c'est pas le point fort du Pérou, c'est pas pour ça qu'on est dans le pays, bien sûr,
Mais comme je le disais, pour ceux qui veulent se reposer quelques jours à la fin, c'est tout à fait possible. Donc, pour vous donner une petite idée d'où se trouve tout ça, donc la partie non archéologique, c'est dans cette région-là, donc Chachapoyas, Caramarca, Chiclayo, Chiclayo. La partie Amazonie, ça va être soit dans le nord, ici, du côté d'Iquitos, un peu plus hors des sentiers battus, et soit la région Puerto Maldonado, ici, un petit peu plus touristique, un petit peu plus confort. La région de Huaraz, ici, donc Cordillère Blanche, Cordillère Noire, avec les beaux paysages de lagunes, de glaciers. Et ici, tout au nord, pour la partie un petit peu plus balnéaire avec les belles plages. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc le Pérou chez l'habitant. Alors, le Pérou, c'est bien sûr le Machu Picchu, le lac Titicaca, tout le monde connaît, mais dans l'imaginaire collectif et dans la réalité, le Pérou, c'est aussi ça, c'est-à-dire une mosaïque de couleurs, de personnes, de cultures, quechua, aymara. Les voyageurs, c'est aussi ça qu'ils viennent chercher au Pérou, c'est aller à la rencontre de ces gens, des traditions, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important, cette partie-là. Donc, je vais vous poser une petite question, vous faire travailler un petit peu. Comment vous imaginez, vous, enfin, pour vous, c'est quoi un séjour chez l'habitant? Comment vous imaginez un séjour chez l'habitant au Pérou? Routes, beaucoup de partage. J'attends quelques réponses et je partirai après dans les commentaires. Alors, routes, cuisine locale, des paysans avec des échanges, hébergement très rudimentaire. Alors, oui, routes, hébergement très rudimentaire. Je vais vous donner quelques exemples après. Vous allez voir que c'est vrai, mais pas toujours. Le confort est sommaire, comme vous allez le voir, mais c'est pas forcément on va pas forcément dormir par terre. On a plusieurs, on va dire, degrés de confort. Participer à la vie locale, oui. Cuisine locale, bien sûr, la gastronomie au Pérou, on va le voir, c'est quelque chose de très important. Le partager des repas, aide à la préparation, oui, c'est des choses qu'on va faire aussi. La cuisine, ça revient beaucoup, vous avez raison, le Pérou, c'est un pays où on mange très très bien, la gastronomie, c'est très très important. Je remonte un petit peu, beaucoup de partage. Oui, c'est le but, bien sûr, d'aller chez l'habitant. Le partage, c'est vraiment des moments authentiques où on va échanger avec les habitants, voir comment ils vivre comme eux aussi. Des paysans, bien sûr, quand on voit cette mosaïque, forcément, c'est des paysans. Pas folklorique. J'imagine que Stéphane, tu veux dire pas folklorique, c'est-à-dire authentique. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Et oui, c'est vrai aussi, on va vraiment aller à la rencontre de. On est hors des sentiers battus, donc on n'est pas sur les circuits classiques du tourisme. Les clients doivent-ils parler espagnol? On va y venir. On va y venir. Effectivement, je vais aborder ce sujet-là très rapidement. Des croyances, contes et légendes. Oui, ils vont partager avec les habitants effectivement la partie histoire du pays, les croyances des communautés, pas seulement, mais bien sûr aussi. Oui, qui fait pas piège à touristes, c'est effectivement l'objectif et c'est vrai, c'est ce qu'on essaie de proposer à nos voyageurs. Donc vous avez raison en fait. Dans tout ce que vous dites, c'est un mélange vraiment de tout ça, ce qu'on va proposer ici un séjour chez l'habitant au Pérou. Ce que je veux aussi vous préciser, c'est que dans les exemples que je vais vous présenter, c'est des endroits qu'on connaît. Nous, on y va régulièrement déjà pour voir si les prestations sont toujours de bonne qualité. Et on essaie aussi toujours de se renouveler. C'est-à-dire qu'il y a des expériences là que je vais vous présenter qu'on propose depuis longtemps, d'autres qu'on vient juste de mettre en place. Donc, on essaie toujours de se renouveler pour proposer toujours de nouvelles expériences aux voyageurs. C'est aussi quelque chose qui est très important pour notre agence ici. Cher, c'est un point sur lequel on va revenir aussi. Effectivement, le séjour chez l'habitant, c'est pas forcément pour les petits budgets. Tout à fait, que les personnes qui reçoivent soient rémunérées à leur juste valeur, c'est aussi le cas, bien sûr. C'est aussi le cas, bien sûr. Pour les questions, j'y reviendrai un petit peu à la fin pour pas trop partir dans tous les sens. Et donc, je vais vous expliquer donc un peu plus précisément ce que c'est pour nous ici un séjour chez l'habitant. Donc, d'abord, un séjour chez l'habitant, à qui le proposer?
Donc, ça correspond à beaucoup de voyageurs. C'est pas exhaustif, bien sûr, mais j'ai ici détaillé 4 profils qui peuvent être intéressés par un séjour chez l'habitant. D'abord, celui que j'appellerai l'ex-baroudeur. Alors, l'ex-baroudeur, vous le savez comme moi, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, c'est que il n'est plus forcément très aventurier ou aussi aventurier qu'il a pu être dans sa jeunesse. Il a un peu rangé le sac à dos, il a envie d'un peu plus de confort, il a envie qu'on organise un petit peu les choses pour lui. Malgré tout, une personne qui a été un peu baroudeur va toujours avoir envie quand même d'aller à la rencontre des gens, des expériences vraiment authentiques, de sortir un petit peu de ce que tout le monde peut faire. Donc ça peut être un profil intéressant. La famille, donc ça c'est également un profil qui peut être intéressé par ce type de séjour. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le côté ludique des activités. Quand on rencontre une famille péruvienne, on va, comme on vient de le dire, peut-être préparer un repas, partager des moments. C'est aussi, il y a souvent des enfants dans les familles, donc ce partage-là peut être intéressant. C'est aussi intéressant d'aller voir comment vit une famille à l'autre bout du monde, d'aller partager un moment avec eux. Donc c'est aussi un profil qui peut être intéressé par ce type de séjour. Celui que j'appellerais l'amateur d'authenticité, donc lui, vous le repérez dans les premières minutes lors de vos échanges. C'est celui qui va vous parler directement, avant de vous parler du Machu Picchu ou du lac Titicaca, justement, des habitants, des locaux, des rencontres, d'aller parler avec les gens, des petits marchés. Donc, on a beaucoup de voyageurs quand même qui sont comme ça, donc c'est un profil important. Et dernier profil, un peu plus rare, mais qui existe quand même, celui que j'appellerais le VIP aventurier. Le VIP aventurier, il va être sur des hôtels 4-5 étoiles pendant tout son séjour. Il est à la recherche de confort, voire de luxe. Mais pour une ou deux nuits, il est prêt à mettre un petit peu ce confort de côté pour aller voir vraiment comment les gens vivent dans le pays et vivre une expérience vraiment enrichissante. Donc c'est aussi un profil intéressant. Un séjour chez l'habitant, où et comment? Donc, j'ai vu dans vos réponses le côté route. On pense beaucoup chez l'habitant, un peu retiré dans les petits villages. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup de nos expériences sont dans les petits villages, mais pas seulement. On peut aussi aller chez l'habitant à Lima, à Arequipa, Cusco, dans les grandes villes. Et là, forcément, on va rencontrer des gens plus modernes qui vont avoir des vies finalement qui ressemblent un petit peu, enfin, dans les façons de vivre, à nos vies en Europe. Et puis après, on a la partie communauté. Là, on va aller dans des petits villages plus retirés, où là, bien sûr, le côté tradition est plus important. Donc, pour ce qui se passe dans les grandes villes, notamment, pas seulement, mais notamment, on a un réseau de maisons d'hôtes qui s'appelle Casas del Perú, avec qui nous travaillons. Et là, du coup, on est quand même sur des normes de confort établies. C'est-à-dire que pour entrer dans ce réseau, les les habitants vont devoir avoir un logement qui répond à certaines règles de confort. Donc justement, pas, pas trop sommaire. En revanche, quand on va aller du coup dans les communautés, sur des hébergements qui vont être gérés par les communautés, là, on va être sur des hébergements qui sont un peu plus intermédiaires, voire basiques. Un séjour chez l'habitant, pourquoi faire? Alors, vous allez voir là aussi qu'en fonction des endroits où les voyageurs vont aller dans le pays, ils vont faire des choses très différentes. Quelques petits exemples d'activités qu'on peut proposer. Donc, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner une première idée. Donc, des activités, comme vous l'avez dit, autour de la gastronomie. Bien sûr, le Pérou, une gastronomie très riche. Donc, les voyageurs vont aller au marché avec les habitants, acheter des ingrédients, préparer les repas, découvrir vraiment la cuisine traditionnelle. Le travail avec les communautés. Donc, travailler avec les communautés, c'est aller dans les champs avec eux, pêcher, bien sûr. On ne va pas forcer les voyageurs à aller passer une journée entière sous un soleil de plomb à cueillir les pommes de terre. C'est vraiment tout à fait, c'est en fonction de ce qu'ils souhaitent faire eux. Soit ils vont aller une demi-heure dans les champs pour aider un petit peu, soit ils vont passer plus de temps, c'est en fonction bien sûr de ce qu'ils souhaitent faire. Les activités sportives. Donc là, on peut faire notamment pas mal de treks, de randonnées avec les communautés pour découvrir de beaux paysages. Et la partie artisanat, puisque chaque région a un artisanat bien particulier. Et du coup, c'est aussi partir à la découverte de cette facette-là quand on va chez l'habitant. Conseil et mise en garde. Alors, mise en garde, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai qu'avant un séjour chez l'habitant, qui n'est pas un séjour classique, il faut quand même prévenir le voyageur, mettre l'accent sur certains points. D'abord, le confort sommaire.
même sur quand on a une salle de bain privative avec eau chaude, c'est en théorie. Quand on est chez l'habitant, on ne peut jamais garantir à 100% qu'il y aura l'eau chaude. C'est important de faire comprendre aux voyageurs surtout qu'on n'est pas, dans un hôtel. Donc, bien sûr, ce sera propre, il y aura un lit, mais voilà, on n'est pas à l'hôtel, c'est vraiment, on va vivre comme vivent les habitants. Et il faut savoir qu'ils vivent pas forcément tous comme nous en Europe, donc il faut bien mettre l'accent là-dessus. La langue pratiquée par les habitants, c'est aussi une question qui a été posée tout à l'heure. Alors, les habitants, bien sûr, enfin, bien sûr, dans la plupart du temps, ne parlent pas ni français ni anglais. Euh, Ils parlent espagnol, parfois même un espagnol un peu basique dans les villages où c'est le quechua plutôt, qui est plutôt parlé. Mais, un guide du coup francophone les accompagnera pour les introduire à la famille et pour que les échanges soient plus fluides. Le budget. Donc le budget, comme je disais avant, on n'est pas sur du petit budget. C'est pas parce qu'on va chez l'habitant qu'on est sur du low cost. Au contraire, parfois on va aller dans des villages un petit peu retirés, donc on a du transport en privé, on a un guide aussi qui doit accompagner les voyageurs au quotidien. Donc, du coup, on n'est pas forcément sur du budget, sur du peu cher. On n'est pas sur du 5 étoiles non plus, mais on n'est pas sur du petit budget. Donc, voici les différentes personnes qu'on va aller rencontrer aujourd'hui. Donc, je mets l'accent en fait sur les personnes. Puis, comme je vous l'ai dit, on travaille avec eux depuis, ça dépend en fait, depuis longtemps pour certains, l'expérience plus récente pour d'autres. Mais dans tous les cas, je mets de l'accent sur la rencontre, puisque c'est une personne qu'on connaît, avec qui on travaille. Et c'est important, bah, du coup, pour nous de vous les présenter aussi, pour que vous puissiez en parler aux voyageurs. Donc, en Amazonie, à Iquitos, on va aller à la rencontre de Wilder. Du côté de Huaraz, on va aller voir Ronnie. À Lima, c'est Francisca qu'on va rencontrer. Dans la région de Cusco, on ira voir Enrique et José Luis et Trinidad. Et dans la région du lac Titicaca, c'est Vilma et Walter. Donc, première expérience à Lima, où on va aller explorer le quartier de Chorrillos avec Francisca. Donc Lima, capitale du Pérou. Donc j'ai introduit chacun des exemples avec une petite phrase qui donne un petit peu le ton de l'expérience et qui peut vous donner une idée dès le départ à qui vous pourrez la proposer. Donc ici, ça va être découvrir une facette méconnue de Lima, son histoire, ses légendes dans un quartier populaire. Donc Lima, capitale de 10 millions d'habitants, où du coup c'est assez anonyme, c'est une grande ville, ça grouille. Mais dans le petit quartier de Chorrillos, justement, c'est pas si anonyme que ça. Il y a vraiment ces valeurs d'entraide, de partage au quotidien. Et là, on va aller rencontrer Francisca. Donc, on voit ici, elle est un petit peu farouche pour les photos. Donc, Francisca, c'est une Belge qui est tombée amoureuse du Pérou et qui vit à Chorrillos depuis 30 ans. Donc, contrairement à la plupart des autres étrangers qui vivent à Lima, donc, comme nous ici, par exemple, à l'agence, dans les quartiers de Barranco, de Miraflores, qui sont des quartiers un petit peu plus euh, huppés, on va dire. Francisca, elle a pris la décision d'aller vivre dans un quartier populaire, un petit quartier de pêcheurs à Chorrillos, et elle nous fait part de son expérience. Donc, elle va nous faire découvrir l'histoire de Lima, les légendes du quartier, et aussi justement nous expliquer comment on s'intègre quand on est une étrangère comme ça dans cette petite communauté. Donc, vous allez à la rencontre des habitants, bien sûr, du quartier. Je vais vous passer une petite vidéo rapide puisqu'on est allé les rencontrer avec l'équipe il y a quelques semaines. Et donc, pour vous montrer juste un petit peu l'ambiance très bon enfant, conviviale de ce type de rencontre. Donc, vous allez voir à droite Camille Ocaron, à gauche Maude et derrière Alejandro qui prend des photos. Donc, pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Hop. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne pour vous. Voilà.
Voilà, donc c'était pour le petit clin d'œil pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on peut faire là-bas. Donc, pour rentrer dans le détail de cette expérience-là, à Chorrillos, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a pas marché. Pas de vidéo. Ok, bon, c'est pas très grave, on vous l'enverra après. Ouais, on vous la mettra dans le mail, comme dit Sarah. C'était juste pour vous montrer une petite ambiance. C'est pas très, très important. Euh, du coup, à Chorrillos, les voyageurs vont visiter le port, le petit marché de Chorrillos. Ils vont se balader dans le quartier, avoir une très belle vue sur Lima, préparer le ceviche avec les habitants et le déguster du coup avec un petit moment convivial où ils peuvent danser, jouer de la musique avec les habitants. C'est un moment convivial agréable. Ensuite, on continue, on va dans la région de Cusco. Donc là, on est sur le circuit donc classique dans le sud du Pérou avec les plantations de café d'Enrique. Donc voilà, dans la région de Cusco. Donc ici, la thématique, c'est se ressourcer en randonnant dans des décors sublimes et en découvrant les produits du terroir andin. Donc là, on va dans la vallée de Lukmabamba, partir à la rencontre d'Enrique et des commerçants du village, comme par exemple ici René que vous voyez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce village, il y a l'ONG CARE donc, qui a monté un projet il y a quelques temps pour aller justement aider les habitants, et notamment les femmes, à développer leurs activités, à leur montrer comment commercialiser justement leur culture. Et donc là, les voyageurs vont vraiment à leur rencontre pour savoir comment se passe un petit peu cette organisation. C'est un endroit qui n'est pas du tout touristique, donc les échanges sont vraiment très authentiques avec les habitants. Et en plus de ça, les paysages de cet endroit-là sont magiques. On propose aussi une marche justement pour découvrir tous ces paysages le dernier jour. Donc c'est sublime. L'expérience. Donc là, on va passer une nuit chez l'habitant, à Nuka-Bamba. La salle de bain est privative avec eau chaude. Donc vous voyez ici en bas la chambre qui est donc voilà, assez mignonne. Là, on est sur du confort. On est sur du confort, bon confort pour l'habitant. C'est l'expérience qui est la plus confortable. Voilà. Du coup, là, on n'est pas sur du route, on est quand même sur une chambre qui est mignonne, confortable. Donc, sur cette expérience-là, les voyageurs vont pouvoir découvrir une diversité de paysages assez importante, puisqu'on va partir de la Sierra, avec des paysages de montagne, des Andes, pour aller jusqu'à la Selva, des paysages beaucoup plus tropicaux. Et donc là, déjà, c'est assez magique d'avoir ce panel de paysages. Ils vont visiter bien sûr les plantations, déguster les produits des commerçants. Et le dernier jour, on a une randonnée qui va amener les voyageurs jusqu'au village d'Aguascalientes, donc au pied du Machu Picchu. 5-6 heures de marche, 800 mètres de dénivelé, donc c'est quand même pour des gens qui aiment marcher, même s'il ne faut pas être sportif de haut niveau. Et avec une très belle vue sur le Machu Picchu, visite des sites archéologiques, donc vraiment une très belle expérience. J'en profite pour vous dire qu'on va vous envoyer après le webinaire le détail de chaque expérience au niveau du nombre de jours, comment on y va, des petits détails vraiment techniques sur lesquels là je ne vais pas trop m'attarder, mais on vous enverra tous ces détails par la suite. Une balade en voilier pour rejoindre Vilma et Walter. Alors, Vilma et Walter, ils sont sur l'île d'Amontagui, sur le lac Titicaca, ici. Vilma et Walter, si vous avez la chance de participer à notre réductour, justement, vous pourrez aller les rencontrer, puisqu'ils feront partie de ce circuit. Donc, sur cette thématique-là, on va aller découvrir l'une des merveilles les plus convoitées du Pérou en toute tranquillité. Et ça vaut de l'or, puisque le lac Titicaca est quand même, comme le Machu Picchu, très, très fréquenté par les touristes. Donc là, on va à la rencontre de Vilma et Walter, qu'on voit ici. Donc, une petite photo où je suis avec eux, parce que je suis allée leur rendre visite il y a quelques mois, au mois de mars. Donc, ils ont une très jolie maison, ils sont très accueillants, ils ont vraiment cette envie de partage, de convivialité. Belle vue sur la Titicaca depuis chez eux. Donc, ils habitent sur l'île d'Amantani, qui est donc une île qui fait partie du circuit touristique, donc qui est quand même assez fréquentée. Mais il faut savoir que là, quand on est sur du privatif, on va sur une partie de l'île qui n'est pas forcément fréquentée par tous les touristes. Et surtout, on est en décalé par rapport aux horaires habituels, donc on est un petit peu seul au monde. Donc, c'est une expérience tout de même vraiment authentique. Donc, l'expérience là de l'île d'Amantani, elle rentre sur une excursion un peu plus globale.
Donc, il y a une nuit chez l'habitant à Montagny où le confort est assez simple. Donc, vous voyez la petite chambre en bas, la maison. Donc là, il n'y a pas la salle de bain à l'intérieur de la chambre. On a l'eau chaude de temps en temps, ça marche avec des panneaux solaires, donc c'est vraiment pas garanti. C'est mignon, c'est propre, c'est découvert avec l'artisanat local, mais, euh, mais ça reste un confort plus basique que l'expérience précédente. Donc là, on va commencer par la péninsule de Capachica. On va aller du côté de Liachon. On va faire une marche entre Liachon et Kotos. Là, c'est le paysage que vous pouvez voir en bas. Ce sont des paysages magnifiques. Là, on est totalement en dehors du circuit traditionnel qu'on va faire sur la Titicaca. Donc, c'est un problème qui aime un petit peu marché. C'est vraiment magique. Après, on va visiter un atelier de broderie un peu plus classique. On va faire une balade en petit voilier, donc vers l'île d'Amantani, voilier local. Hein, n'imaginez pas le grand voilier qu'on peut avoir en Europe. Et on va visiter l'île d'Amantani, puis de Taquile. Donc là, les 3 premières expériences que je vous ai présentées, c'était vraiment dans le circuit classique du sud du Pérou. Maintenant, on va partir sur les régions qu'on ne va pas forcément trouver dans tous les circuits. Là, on part en Amazonie, dans la jungle avec Wilder. Donc là, du côté d'Iquitos, au nord du pays. Donc là, on va partager un quotidien atypique et mettre de côté le confort de la civilisation pour se retrouver l'espace de quelques jours. Alors là, on est sur une expérience totalement différente. On va dans la région d'Iquitos. On est à 7 heures de bateau d'Iquitos, donc dans une communauté, la communauté de Canaan, et on va aller rencontrer Wilder. Wilder, c'est un passionné de l'Amazonie, c'est un passionné de la faune, de la flore. Il a vraiment conscience aussi de la fragilité justement de tout ça. Donc, il a vraiment à cœur de partager ça avec les voyageurs. C'est vraiment une passion très forte et en général, les voyageurs sortent un peu d'expérience un peu changée. Il faut savoir que là, on est sur une expérience, justement, là, on peut employer le mot route. Les voyageurs vont dormir dans des cabanes en bois. Il n'y a pas l'eau courante. Donc, on est vraiment sur une expérience qu'on ne peut pas proposer à tout le monde. Bon, avec des enfants en bas âge, c'est pas possible. Pour des personnes vraiment âgées, c'est pas possible. Pour des personnes qui veulent un peu leur confort, c'est pas possible. On est vraiment sur des personnes qui sont prêtes à une vraie expérience et à tenter une aventure un peu particulière. Donc là, il y a plusieurs types d'activités, partager des moments avec les communautés, la pêche, navigation sur le fleuve en péké-péké, c'est des petits canoës à moteur. Après, ça se fait un petit peu sur le moment. Il y a des propositions d'activités. Les voyageurs peuvent un petit peu choisir en fonction de leur centre d'intérêt. Pour finir, la dernière rencontre, c'est avec Roni, dans un petit village de montagne dans la région de Huaraz, donc ici. Donc Roni, donc là, c'est des moments privilégiés et ludiques à vivre en famille. Pas seulement, mais c'est vrai que ça se prête bien à une expérience familiale. Donc Roni, c'est la boulangère d'un tout petit village qui compte une poignée d'habitants, le village de Huino, donc dans la Cordillère Noire. Donc le petit village que vous voyez ici, avec les montagnes derrière, c'est magnifique. Et donc c'est une personne importante puisque c'est la boulangère qui fait le pain pour tout le village. Et donc là, les voyageurs, au petit matin, vont aller marcher pour aller jusqu'à ce petit village, une petite marche assez tranquille de 45 minutes environ. Et là, ils vont aller à la rencontre de Roni et préparer avec elle le pain dans le four traditionnel et partager voilà, vraiment un moment d'échange. C'est un petit village qui est très, très peu touristique. Il reçoit vraiment très peu de touristes. Donc, c'est vraiment un moment authentique de partage. Et après, vous dégustez le petit déjeuner, un petit déjeuner gargantuesque avec elle. Donc, c'est assez magique. Bien sûr, c'est une expérience qui entre aussi dans une expérience un peu plus globale. Vous passez une nuit chez l'habitant à Mato, qui est un petit village donc juste en bas du village de Huino. Le confort est simple. La salle de bain, on n'est pas à l'intérieur de la chambre, il n'y a pas toujours l'eau chaude. Là, vous avez la maison. Vous pouvez bien sûr découvrir en même temps, bien sûr, vous pouvez découvrir le canyon del Pato, qui est pas très loin du village de Mato. Bien sûr, on peut aussi coupler cette expérience-là avec les visites justement dont je parlais avant, aller voir les magnifiques lagunes, les glaciers dans la région de Huaraz. Et sinon, pour l'expérience là communautaire, vous allez donc visiter les plantations avec la famille, nourrir les animaux, marcher jusqu'au petit village de Huino et du coup concevoir le pain.
Il y a aussi la dégustation d'une pachamanca, qui est un plat traditionnel des Andes, pardon. C'est un plat typique en fait où on cuisine avec un four en pierre qu'on va construire à même la terre. Et donc c'est très intéressant de voir comment c'est fait. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Un séjour chez l'habitant, au final, c'est des activités insolites et authentiques qu'on peut proposer à peu près dans tout le pays. On en a un petit peu pour tous les types de voyageurs. Le budget est raisonnable, mais pas pour les petits budgets non plus, comme je le disais tout à l'heure. Pour les voyageurs, c'est vraiment découvrir un autre Pérou que celui qu'on a l'habitude d'imaginer. Et pour vous, agent de voyage, c'est aussi l'occasion de raconter une belle histoire à vos clients, de pas forcément rentrer sur le Pérou en parlant des sites archéologiques du Machu Picchu, mais de raconter vraiment des histoires, des personnes que les voyageurs vont rencontrer là-bas. C'est aussi une belle façon pour vous de vendre cette destination. Voilà, bah j'ai fini pour moi. Donc, comme je vous le disais, on va vous envoyer tout à l'heure un jeu concours, enfin des questions auxquelles vous pouvez participer sur la présentation que je viens de faire. Et donc, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner donc une place pour notre Réductour qui aura lieu au mois de février, qui vous permettra donc de, de, euh, de découvrir les incontournables du Pérou, éventuellement nous redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà et d'aller à la rencontre de Juma et Walter que je vous ai présenté. Donc, vous avez ici le site pour aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire. Et donc, vous pouvez du coup cliquer ici pour aller directement sur notre site. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y en a eu des questions un petit peu avant? Avez-vous le programme type sur le site de Terra? Alors, on n'a pas vraiment de programme type puisque c'est souvent des modules qu'on va proposer en fonction des intérêts des voyageurs. Rares sont les voyageurs quand même qui nous demandent, même si c'est tout à fait faisable, qui nous demandent un circuit chez l'habitant de A à Z. On va quand même construire un circuit qui n'est pas encore sur notre site, mais qui va l'être bientôt, du coup qui sera vraiment chez l'habitant de A à Z. Mais sinon, c'est souvent plutôt des modules qu'on va utiliser, 2-3 modules qu'on va proposer en fonction des centres d'intérêt des voyageurs. Alors, je suis un peu trop haut. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Mélissa, tu m'as fait rêver, c'est gentil. Merci. Mais le Pérou est un beau pays qui fait rêver. Il y a beaucoup aussi de légendes. Effectivement, je ne suis pas trop revenue sur ce point-là, mais il y a beaucoup de choses magiques avec justement l'héritage des Incas et c'est vraiment un pays qui fait rêver. Alors, l'eau est-elle potable? Non, l'eau n'est pas potable au Pérou. Donc, effectivement, il faut prévoir des bouteilles d'eau. Alors, en fonction des endroits où vous allez, soit des bouteilles d'eau qui seront fournies, soit de toute façon, les voyageurs peuvent facilement en acheter. Soit on leur dit d'en acheter avant, soit il y a une petite tienda, comme on dit ici, une petite boutique dans le village où vous pouvez aller acheter de l'eau pour pas très cher. Alors, je remonte pour pas louper de questions. Sur combien de jours en moyenne? Donc, on vous enverra le détail justement avec des fiches techniques pour savoir combien de jours pour chaque expérience. Ça varie. Ça va par exemple pour Lima d'une demi-journée à l'expérience à Lucumabamba dans la région de Cusco, on va être sur 3 jours. En Amazonie, ça peut être 4-5 jours.
Voilà, l'Amazonie, 4-5 jours, c'est le maximum sur ces expériences-là. En général, c'est plutôt sur du 1 ou 2 nuits. Faut-il donner un pourboire aux habitants? Non, les pourboires, ça peut. Bien sûr, après, chacun est libre. Les pourboires, c'est plutôt, on va les donner plutôt aux chauffeurs, aux guides, aux habitants. Si on veut participer, souvent, on peut acheter. On n'est jamais forcé, hein, bien sûr. On peut acheter de l'artisanat. C'est plutôt en général comme ça que se fait un petit peu la participation auprès des habitants. Euh, on donne rarement directement des pourboires vraiment aux habitants. Alors, vous parliez d'un guide pour la rencontre avec les habitants. Est-ce que le guide loge avec les voyageurs sur la durée du séjour? Oui. En règle générale, le guide va rester avec les voyageurs chez l'habitant pendant la durée du séjour. Quel type de produits les clients peuvent ramener aux habitants? Effectivement, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors oui, tout ce qui est fourniture scolaire, bien sûr, ça peut, bah, c'est toujours utile. Donc oui, il y a souvent des enfants dans les familles, donc oui. Euh, on a justement posé la question aux habitants il n'y a pas très longtemps parce qu'on nous pose toujours la question et on répond toujours des fournitures scolaires. Mais on a eu des réponses un petit peu variées. On nous parlait par exemple pour les adolescentes ou les mamans des petits échantillons de parfums ou de crèmes qu'on peut avoir en Europe. Et ça, elles en sont assez friandes parce qu'elles n'ont pas du tout ça à la main, comme vous pouvez l'imaginer. Ou alors des choses de la ville qui sont parfois un peu dures à ramener pour eux, comme certains produits alimentaires. Ou alors, pourquoi pas, des spécialités régionales de la région d'où viennent les voyageurs. Un ordre de tarif pour les nuits chez l'habitant. Alors, je ne peux pas vous donner une moyenne sur ces expériences-là puisque c'est vraiment très différent, mais on va dire qu'un séjour, où on va mettre certains modules chez l'habitant un petit peu classiques, comme le séjour sur le lac, Lima, on va être pour 2 semaines sur du 2200-2500 $. Quand on va aller sur des choses un peu plus spécifiques, comme le séjour chez Wilder ou à Lukumabamba, si on met plusieurs expériences de ce type, on va plutôt être sur du 2500-3000 $. Concernant le séjour dans la jungle, à partir de quel âge les enfants peuvent-ils vivre cette expérience? Alors, tout dépend de la façon dont sont habitués à voyager les familles. Ils n'ont pas tous le même degré de- enfin, il y a des familles qui sont habituées à voyager de façon très très simple. Ce que je voulais dire avant, c'est que pas d'enfants en bas âge, c'est-à-dire voilà, pas de bébé, parce qu'il n'y a pas l'eau potable, donc c'est quand même voilà, on peut pas pour changer un enfant, s'occuper d'un enfant vraiment très très jeune, c'est pas possible. Après, sur 4 jours, euh, des enfants, je pense, un petit peu plus grands, à partir de 7-8 ans, c'est tout à fait possible s'ils sont habitués à voyager de cette façon-là. Alors, les codes à connaître, comme ils sont, en règle générale, accompagnés par les guides, c'est vraiment eux qui vont leur parler de tout ça. Euh, Ce sont des gens qui sont. Il y a pas de choses particulières à savoir. Il faut, voilà, vous regardez comment ils vivent, respecter leur façon de faire. Mais après, s'il y a des choses particulières, le guide le dira avant, mais en général, non. Ça se fait quand même assez simplement. Quelle image on est arrivé en général des Européens, Espagnols et Français notamment? Quels types sont adaptés à leur culture? Alors ça, c'est une très large question. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'endroit où on se trouve. Si c'est dans les grandes villes, à Lima, ou si c'est au fin fond de l'Amazonie, on peut dire que c'est pas la même expérience, c'est pas la même image. Euh, mais bon, si je dois parler de mon expérience personnelle,
Les Péruviens ont une bonne image des Européens, des Français. Ils sont très accueillants. Ils sont toujours aussi curieux de la différence. Donc, même qu'on aille voilà, dans des grandes villes ou dans des petites communautés, euh, les gens quand même viennent facilement vers vous, ont envie de partager, voilà, sont un petit peu attirés par cette différence. Donc, bah, globalement, ils ont une bonne image. Et quels tips pour s'adapter à leur culture? Bah, moi, je dirais que c'est un peu partout quand on voyage, il faut regarder, essayer de s'adapter, parce que bien sûr, comme j'ai dit avant, que vous alliez au fin fond de l'Amazonie ou, euh, ou même ou dans la Sierra, dans la montagne, vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes. En Amazonie, c'est des gens qui sont peut-être plus accessibles au premier abord, plus accueillants. Dans les montagnes, ils sont un peu plus froids, un peu plus fermés au premier abord en tout cas. Donc, bien sûr, les échanges seront différents, mais comme dans tous les voyages, voilà, il faut observer, il faut respecter. Et comme je l'ai dit aussi, on est accompagné d'un guide qui vous dit les choses à savoir. Mais mais on reste quand même sur une culture latino, donc qui ressemble un petit peu à notre culture. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de choses à savoir, contrairement à des pays d'Asie par exemple, où on est vraiment, on a du mal à communiquer. Ici, on est quand même, c'est une culture différente, mais on a quand même des points communs avec ce côté un peu latino. Donc finalement, c'est pas trop compliqué de se comprendre. Alors, est-ce qu'il y a quelques dernières questions? Non? Bon. De toute façon, vous pouvez nous recontacter pour nous poser vos questions. Maintenant, c'est parti. Donc, pour remporter votre place à l'Éductour, vous avez en haut ici un lien pour aller donc vers le questionnaire et Sarah va le mettre aussi ici dans le chat. Donc, pour participer, vous allez sur le questionnaire, vous répondez à toutes les questions et vous recevrez une réponse sous une semaine environ pour savoir si vous avez gagné ou perdu. Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse ouvrir le lien. Et merci à tous. En tout cas, j'oublie les bases. Du coup, merci à tous pour votre présence et d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'être venus nombreux et merci pour votre intérêt. Voilà. Donc, je crois que le lien n'apparaît pas encore, mais ça ne va pas tarder. Alors, c'est bon. Est-ce que tout le monde a pu récupérer le lien pour le questionnaire? On va attendre encore quelques secondes de plus avant de couper pour que tout le monde ait bien le temps de le récupérer.
Ok, bah, je crois que c'est bon. Merci beaucoup à tous encore une fois pour votre participation et à bientôt.